Merci d'être présent à cette conférence donc, sur le thème aujourd'hui de comment l'IA, la data et le cloud de confiance transforment durablement les modèles économiques des entreprises. Alors, je me présente, je suis Didier Descombes, donc je co-dirige les activités Cloud Data IA chez Deloitte. Je remercie Sens pour cette invitation. En tout cas, on est ravis d'être aujourd'hui au Sens Summit. Alors, pourquoi cette table ronde maintenant Bien évidemment, on voit l'accélération de l'IA, également l'explosion des données, mais également en matière de souveraineté, et notamment d'infrastructures souveraines, la demande montée en puissance. Les dirigeants sont à un tournant. L'enjeu, c'est plus de tester ces technologies, c'est qu'on constate de plus en plus, mais de repenser en profondeur leur modèle économique dans un monde de plus en plus complexe. Alors, on va évoquer effectivement aujourd'hui dans les modèles économiques, bien évidemment, les nouvelles sources de productivité, comment l'IA peut générer aussi des revenus, comment effectivement aussi maîtriser ses coûts. La réalité simple, ce ne sont plus des sujets technologiques. De plus en plus, ces sujets sont de niveau direction générale, avec des décisions de compétitivité, de souveraineté et même de survie économique pour certaines entreprises. Alors, l'objectif de cette table ronde, bien sûr, est de dépasser le discours technologique pour aborder des points de vue stratégiques et des retours d'expérience également avec nos invités que je vais présenter effectivement. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Henri Pideau, donc tu es vice-président IT, stratégie et transformation du groupe CMA-CGM. Merci, tu nous apporteras ton éclairage d'une industrie hors Financial Services. Pascal Martinez, tu es CIO et membre du comité de direction du groupe AG2R La Mondiale. Merci Pascal d'avoir accepté notre invitation. Estelle, Chief Sales Officer de Sens, merci d'être avec nous pour cette table ronde. Et enfin, Tony Baudot, tu es directeur de Deloitte, société d'avocats, spécialiste en droit du numérique et de la souveraineté. Et avec toi, on abordera aussi les sujets de conformité et de souveraineté qui montent en puissance. Alors, déjà une question commune pour tous les quatre. Voilà, le micro est là. Une question pour ouvrir un peu, on va se dire, je ne veux pas dire se mettre en appétit, parce que c'est juste après le déjeuner, mais si vous deviez résumer en un mot la transformation que vous vivez aujourd'hui, en fait, grâce à l'IA, la data ou le cloud de confiance, ou le cloud, lequel choisiriez-vous et pourquoi? On commence par toi, Henri. Merci Didier. Juste en 2 minutes, présenter le groupe CMA-CGM pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on est leader mondial du transport maritime et puis de la partie logistique. On a une compagnie aérienne, plus de 600 navires. On est présent dans 160 pays et 420 ports. Voilà, on a aussi une filiale sur les médias. On a BFM et puis voilà. Donc on est un groupe assez grand et effectivement l'IA est arrivée il y a quelques années, puisqu'on c'est pas tout récent, et on a fait un accord stratégique avec Mistralia. Et aujourd'hui, l'IA, c'est ce qui transforme en profondeur l'entreprise, et je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc une transformation en profondeur pour le groupe CMA-CGM. Pascal, le mot pour toi et pourquoi? Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Moi, j'ai choisi le mot accélération. Donc, moi, je travaille pour AG2R La Mondiale. C'est un groupe d'assurance, de protection sociale et patrimoniale. Donc, on fait de l'assurance de personnes en santé, en prévoyance, en individuel, en collectif, en épargne, en individuel, en collectif. Et accélération parce que l'assurance, et surtout quand on fait de l'assurance de personnes, c'est un métier de données. Donc, on passe notre temps à gérer des données, recevoir des demandes clients sous forme de données, traiter des demandes, traiter des données, faire du processing de données, faire des calculs statistiques. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère beaucoup avec les capacités que nous offre à la fois le cloud, ce qui est installé dessus, c'est important, et l'IA évidemment qui, quand on est une société de process, une société de services, et prend un pas prépondérant en fait dans les activités. Estelle, même question, en fait, le mot qui caractérise effectivement la transformation, plus par rapport au constat que vous faites Sens aujourd'hui. Alors moi, j'ai choisi réconciliation. Réconciliation, puisqu'avec l'arrivée de Sens, ce qu'on voit, en tout cas ce qu'on nous partage, c'est qu'on n'est pas loin de mettre fin au dilemme, à la tension historique entre l'innovation, choisir entre la performance, le besoin d'aller vite, et des concessions à faire sur la protection des données ou sur la sécurité.
Peut-être deux mots sur le socle de cette transformation, c'est-à-dire le paradigme dans lequel s'inscrit cette notion de souveraineté, en tout cas quand on en parle chez Sens. Donc Sens propose une solution qui, depuis décembre dernier, a reçu la qualification Secnum Cloud de l'ANSSI. Donc cette qualification, ce n'est pas un concept marketing. On a rappelé ce matin sur scène l'expression qui est charmante, mais assez parlante de Vincent Struel, qui dit que ce n'était pas une médaille en chocolat. Donc la qualification Secnum Cloud est souvent, surtout ces jours-ci dans la presse, rattachée au concept de souveraineté, donc à la localisation des données. Donc c'est vrai, nous avons une région en France, donc les données sont en France. Secnum Cloud, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà et c'est aujourd'hui reconnu comme un des plus hauts standards en termes de cybersécurité, en termes de résilience et de manière générale en termes d'exigence de run d'infrastructures et de services sur un cloud aujourd'hui. Donc c'est cette réconciliation qu'on propose à travers Sens. Donc ne plus choisir entre innovation et souveraineté, maintenant c'est possible. On peut réconcilier les deux. Tony? Alors moi je dirais, au regard des enjeux de nos clients, je dirais continuité. Parce que toutes les entreprises veulent être les plus performantes, les plus innovantes. Mais je pense que d'un point de vue juridique, mon prisme, l'enjeu pour les organisations à moyen et long terme, c'est d'assurer une vraie résilience, comme le disait Estelle, et d'être innovant, mais dans le temps, et de bien gérer ses dépendances. Très bien. Donc, merci pour cette première mise en perspective. Donc, j'aimerais maintenant qu'on attaque un peu le cœur du sujet, et en fait, justement, transforme réellement les modèles économiques. Alors, Henri, une première question pour toi. Comment l'IA, la data et le cloud, en fait, transforment-elles concrètement vos opérations? Alors, je pense, quand on passe à CMA, CGM, on pense à la logistique, mais pas seulement. Et surtout, quel impact mesurable tu as pu constater déjà dans les premières initiatives qui sont engagées? Alors, effectivement, quand on regarde les volumes que l'on manipule, ils sont gigantesques, c'est plusieurs millions de conteneurs et d'objets. On fait depuis l'usine jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la boîte aux lettres des clients. Et en fin de compte, tout ça, il faut arriver à le gérer. Alors aujourd'hui, c'est fait avec l'humain et puis les systèmes d'information. Et donc on voit dans les chaînes de production, à l'endroit où finalement il y a l'interface entre l'humain et le système d'information. Et comment est-ce que finalement on peut remplacer cette interface par de l'IA. Mais ça, c'est la première approche. Hein. Donc tout ce qui tourne autour de la relation client, bien évidemment, si on arrive à automatiser 20, 30%, 40% de la relation client, eh bien, ça permet d'avoir plus de temps pour nos opérateurs à traiter des sujets un peu plus complexes, alors qu'avant, ils étaient tenus par les délais et puis par la pression. Et donc, ça leur permet de dégager du temps pour avoir une qualité supplémentaire pour la relation client. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on l'aborde. Ensuite, l'IA, ça se met dans tous les métiers. Et il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup maintenant, c'est l'IA pour l'IT. Hein, puisque, et là je pense que d'autres vont pouvoir en parler, ça révolutionne la manière de développer des applications. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme. On peut maintenant se poser... je me souviens, j'ai quelques cheveux blancs. À l'époque, on disait arrêtez de faire du spécifique, allez vers du progiciel. Ça, c'était dans les années 2000. Donc, on est tous allés vers du progiciel. Alors, c'est compliqué, donc on a fait du développement spécifique à l'intérieur des progiciels. Après, on a dit surtout pas, on va augmenter le nombre de fonctionnalités. Aujourd'hui, on a des progiciels qui sont énormes, dont on n'utilise que 10%, 20%, même pas. Et on a oublié l'époque où on pouvait faire finalement nos propres procédures tout seul. Et l'IA, en fin de compte, permet de redéfinir la relation qu'on a avec les progiciels. Et ça, c'est profond. On commence à regarder, on commence à s'inspirer de ça et puis voir le modèle économique qui en découle. Bon, alors, donc l'IA, ça transforme les systèmes d'information et ça transforme les perspectives pour les systèmes d'information. Merci Henri. Même question, Pascal, dans un groupe comme AG2R La Mondiale, comment l'IA, la data et le cloud de confiance, donc je parle souvent effectivement parce qu'il y a une synergie gagnante qui se dégage des trois leviers, change-t-elle des activités au sein d'une compagnie d'assurance comme la tienne et surtout les gains mesurables déjà observés? Alors, peut-être pour refaire un petit peu d'histoire, nous, on commence à s'intéresser à l'IA générative il y a 2 ans et demi. On commence à le faire pour sécuriser nos données parce que tout un tas d'utilisateurs utilisent des bots de marché pour faire
des analyses de données, de courrier client, etc. Et puis on voit la capacité à fuir les données. Donc on a remplacé ça tout au début par un bot sécurisé. Puis dans ce bot sécurisé, on a mis la capacité d'enregistrer de ce qu'on appelait à l'époque des assistants. On a appris aux assistants à s'appeler les uns les autres. Nous, on ne faisait pas de marketing, on n'a pas appelé ça des agents tout de suite. Ces agents, ils pouvaient être appelés de l'extérieur par des applications. Donc, et puis, on pouvait développer des applications autour. Et donc, on a commencé assez rapidement à développer soit des applications qui utilisent des moteurs d'intelligence artificielle générative, y compris grand public, pour faire de l'analyse de verbatim client, pour faire de la génération de campagnes marketing, des exemples un petit peu comme ça aussi, pour analyser en fait les conversations qu'on a avec nos clients pour faire de la détection en fait de points d'irritants. Et puis on a appelé en fait ces agents depuis des processus. Là, on est plus dans l'automatisation. On a commencé à reconnaître. Alors nous, on a un métier de flux à processer. On reçoit beaucoup de factures de la sécurité sociale, de frais de santé. Et ça, c'est des fichiers, c'est facile. Mais on reçoit 1 million de factures de frais divers, ostéopathes, naturopathes, etc. tous les ans. Et ça, on commence à les lire automatiquement. Et ça fait des gains de productivité et donc des résultats assez tangibles, des résumés de conversations avec les clients qu'on enregistre automatiquement dans les CRM en enlevant tous les mots interdits du RGPD. Ça fait une uniformité en fait voilà, donc on est très en fait dans l'utilisation de l'IA dans les processus parce que on est une société de process. Et puis pourquoi le lien avec la data ? Parce qu'un certain nombre de ces agents, ils ont besoin non pas seulement de données grand public, mais aussi de données en fait de l'entreprise pour pouvoir répondre à des besoins. Donc quand on a un client qui nous dit, quand il nous appelle, nous les clients, ils ont 2 questions. La première, c'est où en est la demande que je vous ai faite il y a 5 jours ? Et la deuxième, c'est comment je fais pour faire un rachat ou pour savoir quel est le dernier remboursement de frais de santé. Ça, un moteur, quelque chose qui fait de l'IA peut répondre si seulement vous l'avez entraîné sur vos données internes. Et c'est là où la data et la bonne gestion de la donnée dans un groupe d'assurance change tout. C'est que vous pouvez non seulement utiliser des capacités de LLM public, mais vous pouvez aussi utiliser les mêmes capacités avec vos propres données, si seulement elles sont au bon endroit, de qualité. Vous avez réussi à poser un modèle sémantique dedans, et c'est une grosse partie de notre travail. Merci Pascal. On sait que pour jouer ces use cases en matière d'IA, la nécessité d'avoir 10 à 20 fois plus de données structurées va effectivement être un gros levier, sans compter la partie compute et storage. Et quand on parle de modèle économique, quand je faisais l'allusion avec les directions générales, c'est que là, il y a des vrais investissements et des choix aussi technologiques et industriels à faire. Alors, oui. Alors, au départ, nous, on voit bien en fait que finalement, on a beaucoup de données, énormément de données, et qu'il va falloir en tirer quelque chose de simple et qu'on va avoir besoin de capacités autour de la donnée. Mais on voit bien aussi que pour exploiter ces données, il va falloir faire des traitements, il va falloir les échanger, il va falloir les enrichir, il va falloir les envoyer dans des systèmes marketing. Et là, on a besoin de capacités de traitement. Bon, on voit bien les modèles de facturation de nos amis présents dans la salle, où il y a un peu plus de sous à mettre sur le compute que sur le storage. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, mais c'est aussi une bonne information parce que finalement, la donnée dans le cloud, ça ne coûte pas très cher. De stocker la donnée dans le cloud, ça ne coûte pas très cher. Voilà, la sortir, on peut le répéter encore une fois, l'envoyer dans un autre cloud, etc., ça coûte un peu plus cher, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc il y a des vrais enjeux de projection de l'économie de tout ça à bien discuter avec le COMEX. Ouais. Merci beaucoup, Pascal. Estelle, en fait, chez Sens, en fait, bien évidemment, avec la multitude de clients que vous avez aujourd'hui, le succès que vous avez, quel modèle économique émerge grâce au cloud de confiance en fait ? Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui dans les tendances sectorielles fortes en fait à ce niveau-là ? Alors c'est vrai que le cloud de confiance et la souveraineté de manière générale a un surcoût d'entrée. Il faut le dire, on est relativement transparent sur ce point-là. Pour autant, les retours d'expérience qu'on a et ce qu'on a commencé à entendre ici, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au prix unitaire de l'instance. Ce qu'on constate, c'est que cette hybridation, elle apporte différents leviers de valeur et j'en retiendrai 3 dans les principaux qu'on observe de notre côté.
Le premier, c'est tout ce qui est lié à la gestion de l'obsolescence ou du risque. Donc là, on est dans une notion de cost avoidance. Et clairement, aujourd'hui, le coût d'une cyberattaque, le coût d'une non-conformité, le coût d'une perte d'autonomie et de crédibilité sur de la donnée sensible est bien supérieur au surcoût aujourd'hui qu'on peut avoir sur des solutions SecNumCloud qui ont les cadres nécessaires pour protéger les données. Ça, c'est la première dimension. La seconde, Pascal l'a clairement dit, il y a une notion, on l'a entendu ce matin aussi, l'accélération. Donc, ce sont des briques, ces fameux services managés, data et IA, qui sont là pour accélérer vos business. Donc, aujourd'hui, des technologies éprouvées comme un BigQuery sont nativement pensées pour faire sauter les silos de données et permettre d'ancrer ces fameux modèles dont nous laissons le choix au travers de la plateforme Google Cloud. Ça, c'est un des fondamentaux également de l'approche, puis c'est une nécessité en termes de réversibilité. Mais pour autant, le lien entre les deux plateformes, l'IA et la data, permet d'ancrer cette IA dans une data pérenne qui parle pour vos organisations et qui parle pour vos métiers. Et enfin, le troisième sujet, c'est de libérer du temps pour développer de nouveaux services. Donc, ces services managés, ils permettent aussi de libérer vos équipes de la gestion de l'infrastructure qui parfois occupe des temps qui sont relativement peu rationnels eu égard à l'accélération business qui doit être fournie par ailleurs. Et donc, ces services-là doivent libérer cette bande passante pour la permettre de la basculer et de la concentrer sur de la vraie création de valeur, c'est-à-dire du nouveau service, que ce soit pour l'usager, le client final, le patient, selon les secteurs d'activité. Merci. Oui, le cost avoidance qui est un des leviers en fait dans l'évitement des coûts répétés qu'on constate dans la plupart des business cases qu'on fait depuis 4 ans avec vous. Tony, la souveraineté numérique elle devient quasiment un critère stratégique mais économique. En tout cas, dans les questions qu'on a de nombreuses entreprises, on sait qu'effectivement le risque réputationnel dont tu parlais, Estelle, est très important, voire même les risques que ça peut effectivement engendrer. Effectivement, alors comment effectivement la souveraineté numérique s'installe et elle devient un critère économique d'abord en fait, avant même d'être un critère de souveraineté en fait. Alors déjà le premier point, je pense que ce que disait Pascal sur la donnée, il ne faut pas oublier que la donnée c'est un actif. Et une donnée qui juridiquement est fragile, c'est un actif qui est dévalorisé. Donc nécessairement, la protection de la donnée est une priorité de toutes les directions générales. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer la capacité à opérer sur des marchés qui sont de plus en plus régulés. La banque, la finance, mais aussi la santé, l'énergie, les marchés militaires. Les industries. Ouais. Exactement. Si on n'a pas de maîtrise des flux de données et des infrastructures, clairement aujourd'hui on n'a pas un accès durable au marché. Enfin, ce que tu disais Didier, il y a le coût du risque. Le coût du risque qui est sur une mauvaise anticipation des problématiques de souveraineté, sur l'infra, sur les données. Ça peut être un blocage réglementaire, ça peut être des sanctions financières, ça peut être une perte de contrat, une perte de marché et une atteinte réputationnelle. Donc aujourd'hui, on voit que pour les directions générales, la souveraineté, c'est un élément d'arbitrage économique plutôt qu'idéologique. Et on vient en fait à cette question, on fait des arbitrages en fait de plus en plus qu'ont les directions générales, puisque entre les investissements de l'IA, effectivement la souveraineté devient effectivement une préoccupation majeure en tant que telle. Je voudrais qu'on reste un peu sur ce pilier-là qui émerge progressivement des directions générales sur justement la souveraineté, et j'aimerais qu'on aborde ensemble maintenant ce nouvel équilibre entre performance, conformité en fait et autonomie stratégique. Alors Henri, une première question, et je sais qu'elle te tient à cœur. Les infrastructures souveraines, en fait, sont-elles un enjeu majeur pour le groupe CMA-CGM et pourquoi ? Dans l'évolution de ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire les turpitudes outre-Atlantique, mais pas que, je pense que c'est un vrai critère d'enjeu stratégique aujourd'hui, dans le cadre du modèle économique. Oui, en effet, pour notre groupe qui a une empreinte mondiale, on n'est pas les seuls, effectivement, la capacité à avoir une résilience numérique est très importante. Alors, nous, on ne s'intéresse pas forcément à la souveraineté numérique de la France et de l'Europe. Nous, c'est la souveraineté numérique de CMA-CGM au niveau mondial. Donc, deux choix se prêtent à nous. C'est soit on transfère le flux vers la France et on opère dans un cloud souverain en France,
soit on distribue notre capacité à faire du numérique dans le monde et on vient opérer localement du numérique pour nos besoins locaux. Et ça, c'est un vrai dilemme parce que finalement, il n'y a pas de solution sur le marché pour avoir une infrastructure globale dans tous les pays, 160. Et pour autant, on en a besoin. Et on va en avoir de plus en plus besoin avec l'IA. Tout à l'heure, on parlait de l'IA pour les métiers, mais quand on a une IA qui pilote des robots à l'intérieur d'un warehouse, d'une zone de stockage, eh bien, on a besoin d'avoir de puissance locale. On ne va pas revenir sur Paris pour aller piloter le robot qui se trouve en Inde ou autre part. Donc voilà, donc ça c'est une vraie question aujourd'hui. Et on y travaille bien sûr avec tous les acteurs de la place. Et donc on est plus sur la résilience numérique que sur la souveraineté stratégique. Donc c'est vraiment le sujet qui nous importe. Mais est-ce qu'une question subsidiaire, mais est-ce que ça conditionne les choix en termes d'acteurs technologiques demain, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'un groupe comme CMA, CGM, tu parlais de Mistral tout à l'heure, d'autres ont fait ce choix aussi par défaut dans une forme de représentativité un peu souveraine, mais est-ce que ça conditionne de plus en plus? On voit beaucoup de directions générales prendre la main sur les choix des fournisseurs aujourd'hui. Alors nous, on a une double stratégie. On a un accord stratégique avec Google, donc on accède à Gemini assez facilement, et avec Mistral. Mistral, c'est plus pour la partie SLM, c'est-à-dire des IA très spécifiques pour des métiers. Google, c'est plus généraliste. Voilà, donc on a on a deux grands acteurs qui sont importants, mais de toute façon, c'est le fait d'avoir des IA construites par des entreprises françaises. Bon, ben forcément, c'est entre guillemets plus souverain, et surtout on maîtrise notre avenir. Même si Google, on sait que voilà, ils ont une capacité à fournir de l'innovation qui est au-dessus du lot. Il n'empêche que on n'est pas à l'abri de décisions géopolitiques qui nous contraignent. Merci Henri. Pascal, comment comment tu arbitres en fait entre performance, coût, souveraineté et sécurité, mon Dieu? Oui, alors ça fait beaucoup de dimensions pour Pascal, tout ça. Alors, moi, je voudrais dire que d'abord, j'adore écouter des gens comme CMA, CGM ou comme Sodexo, des sociétés internationales, les entendre parler de souveraineté, ça m'instruit toujours. Ou au contraire, des gens qui sont très obligés sur la souveraineté, à mes respects en général, qui effectivement n'ont pas le choix et doivent s'appuyer sur... Moi, finalement, je suis multirégulé, donc je suis contrôlé par la Banque de France, la CPR, je suis opérateur de services essentiels, je suis régulé par l'Europe sur DORA, donc je pourrais faire un schéma comme ça pour empiler les couches, mais j'ai pas vraiment de contraintes de souveraineté. On ne m'impose pas de souveraineté. Donc au début, nous, on a plutôt fait un choix de performance. Et d'ailleurs, on s'est dit, c'est quoi la solution la plus performante parce que j'ai beaucoup de données à traiter. J'ai beaucoup en fait d'analyse de ces données à faire. C'est quoi la meilleure solution pour moi? Donc on choisit la meilleure solution. Mais à ce moment-là, on a quand même un petit éclair de lucidité en se disant il faudrait qu'elle soit quand même très sécurisée parce que c'est des données essentielles et c'est des données de nos clients et qu'il ne faut pas qu'on les perde quand même s'il y a eu quelques fuites assez significatives en fait sur des entreprises en général. Personne n'est à l'abri de ça. Et après, on s'est dit oui, alors on n'est pas régulé sur la souveraineté aujourd'hui, mais ça pourrait venir quand même. Et donc finalement, dans les solutions performantes, quelles sont celles qui nous permettraient d'accéder à un certain degré de souveraineté qui nous permettrait de nous protéger en sécurité sur le fait qu'on ne puisse pas accéder à nos données et puis qui nous permettrait d'avoir de la résilience si un service devait être coupé d'une façon ou d'une autre par un scénario que moi j'ai du mal à imaginer, je manque d'imagination sur un scénario qui irait à l'encontre du commerce, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais c'est comme ça. Donc nous, vraiment l'efficacité, la performance, 2, la sécurité, et puis 3, la souveraineté, parce qu'on n'est pas vraiment obligé, mais vraiment il faut poser ces questions aux gens qui sont obligés, parce que c'est ceux-là parce que nous, ils nous inspirent aussi en disant si je veux revenir un petit peu en arrière et si je veux peut-être me désengager, peut-être pas le bon mot, mais me désensibiliser. Comment on fait ces grands acteurs-là pour se désensibiliser? Ça peut m'intéresser. On voit de plus en plus d'entreprises, Estelle, justement par rapport à ce que disait Pascal,
le choix de choisir la performance aujourd'hui, puisqu'il n'y a rien qui s'oppose aujourd'hui entre la souveraineté effectivement et la performance. Comment on réconcilie effectivement cette innovation rapide et ces exigences réglementaires fortes en fait? Là aussi, les constats sur le terrain, ça nous intéresse. Alors en fait, c'est un choix qu'on a fait très tôt avec notre partenaire technologique Google Cloud. C'est-à-dire que dans les fondamentaux même du partenariat, à son origine, il y avait la volonté comme je l'ai dit, d'avoir aucune dégradation, de faire aucun compromis sur la performance du service en tant que tel, donc les capacités à traiter du volume, la scalabilité, les SLA, mais également la richesse et la complétude du portefeuille qui font les forces de ces plateformes quand on les met à disposition des utilisateurs. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand nous on envisage et on opère notre cadre qui nous permet d'être qualifié Secnum Cloud, on le raisonne, on le pense avec cette cible de la globalité de la plateforme Google Cloud et de ses 150 services. Aujourd'hui, on a en disponibilité générale et donc qualifié une quarantaine de services. On en a une dizaine qui arrive. Oui, la roadmap, une dizaine dans 10 jours, Pascal, et les suivants derrière. Il y a une demande qui est très forte. Hein. Exactement. Des clients. Et les clients, effectivement, ils nous demandent 3 choses sur ce qu'on fait. Un, l'échelle. Donc ça, c'est dans ces 40, on s'est assuré d'avoir les cœurs, les fondamentaux qui permettent de poser les socles quand on doit parler de data, quand on doit construire des socles data, quand on doit moderniser de l'application, quand on doit moderniser de l'infrastructure. Donc ces services cœurs sont là. Et encore une fois, ils sont là pour traiter les mêmes volumes avec les mêmes ratios de performance. Ça, c'est le premier enjeu. Le second, j'en parlais, en fait, il tient aussi à l'ADN de notre partenaire technologique, c'est l'ouverture. Il y a un rapport à l'open source, et une contribution native à la communauté très fort chez Google Cloud, et donc évidemment, lorsqu'on travaille avec nos prospects et qu'on se pose des questions, comme le disait Henri, de résilience et de souveraineté globale de l'entreprise par rapport à son régulateur, mais également ses concurrents et son marché, cette ouverture, cette liberté de choix pour demain pouvoir se projeter ou se transposer sur un autre environnement, elle est essentielle. Et en fait, le troisième point, c'est l'écosystème. On en parlait ce matin, donc on travaille également avec Mistral, on travaille avec beaucoup d'éditeurs, parce que leurs utilisateurs leur demandent également d'avoir cette liberté de choix et de pouvoir et de leur demande d'emprunter les mêmes trajectoires de transformation et de sécurisation de leur charge de travail. Ok. Puis, quelque part, il y a une forme d'industrialisation qui est recherchée par les entreprises, c'est-à-dire le fait d'accéder à des services managés en standard pour donner, par exemple, à une DSI, à ses collaborateurs, la possibilité de développer des applications cloud natives dans un environnement souverain. Bon, ça existe aujourd'hui, c'est possible. Ça existe aujourd'hui, c'est la grande nouveauté. Enfin, quand on voit les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, quand on voit le niveau d'adoption du cloud dans les secteurs régulés, sur le secteur ou sur le secteur public, il y a un retard d'adoption colossal. Et ce retard d'adoption, il est directement lié à la contrainte et également au nombre qui était jusque-là limité de solutions pour opérer dans cette contrainte. Donc aujourd'hui, en tout cas, notre plus grand souhait, et c'est pour ça qu'on travaille avec acharnement jour après jour pour l'enrichissement de cette roadmap, c'est de pouvoir libérer cette contrainte et accélérer cette adoption. Merci Estelle. Tony, pareil, dans les discussions que l'on a avec les entreprises, on parle, les directions générales aussi nous posent beaucoup cette question sur la dépendance technologique, sur la localisation des données, sur le choix des fournisseurs. J'en parlais tout à l'heure, en fait, qui prennent effectivement. Selon toi, quel est le principal risque qui est sous-estimé la plupart du temps lorsqu'on évoque cette dimension de la souveraineté dans les entreprises ou les institutions même? Alors, en introduction à cette réponse, je vais rappeler, je ne vais pas m'essayer une définition de la souveraineté, mais il est évident que la souveraineté d'un État, et la souveraineté de la France, ce n'est pas la souveraineté d'AG2R La Mondiale ou de CMA-CGM. Chacun doit se faire sa propre définition de la souveraineté. Donc les enjeux, ils sont différents en fonction de l'activité, du cadre réglementaire et de l'implantation internationale. En disant ça, maintenant, il y a un risque qui n'est pas sous-estimé, je pense, et qui est bien pris en considération depuis des années, c'est la localisation des données. Ça, c'est un risque, toutes les entreprises aujourd'hui, elles l'ont bien en tête. Le risque qui est sous-estimé, c'est plutôt cette dépendance technologique invisible.
Aujourd'hui, on voit nos clients, ils ont des réflexes, mais ils se disent, bon, voilà, j'ai signé un contrat avec un partenaire régional, mes données sont en Europe ou en Asie, pour prendre une approche plus internationale. Le contrat, il est signé avec une filiale européenne, mais en fait, en ayant ce prisme, on ne se pose pas les vraies questions, parce que le sujet, c'est plutôt qui contrôle la technologie, qui détient la propriété intellectuelle, qui peut couper le service. Et c'est ça les questions qu'il faut adresser et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer à travers le sujet global de souveraineté. Je pense que ça, c'est aussi un petit peu dans le cahier des charges de l'ANSSI sur SecNumCloud, les garanties qu'ils ont apportées pour répondre, peu importe l'implantation territoriale au final d'une entreprise, ces garanties-là, sur des critères de souveraineté qui appartiennent à tous. Et maintenant, on voit, nous, la souveraineté, elle se joue en fait, au niveau des API, au niveau des modèles d'IA, au niveau des logiciels critiques. C'est à ce niveau-là, mais ce n'est pas uniquement au niveau de la donnée. Donc, ce n'est pas un sujet d'hébergement. C'est surtout ça qu'il ne faut pas penser. La souveraineté, ce n'est pas un sujet d'hébergement. C'est un sujet, globalement, de maîtrise de la chaîne de valeur numérique. Voilà. Et cette chaîne de valeur numérique, en fait, elle nécessite, on revient toujours au modèle économique, mais des investissements, des engagements, effectivement, et notamment les gestions de prise des risques, puisque on le voit, ça n'est pas que la donnée, mais ça peut être aussi la partie software, la partie infrastructure, les données transpercent en fait, bien évidemment, tous ces environnements. Juste un mot on va parler effectivement plutôt d'une question, en fait, après avoir discuté effectivement de ces différents éléments. Je voudrais juste qu'on imagine ensemble ce que pourrait être votre entreprise en 2030. Alors, Sens, je suis curieux d'avoir ta réponse, bien sûr, Estelle, grâce à l'IA. Alors, Henri, pour démarrer sur CMA, CGM, un peu de prospective. Allez, si on se pousse, si on voit un petit peu en 2030, notamment demain, tu me parlais du Edge Data Center, des infrastructures souveraines et sécurisées. Comment on projette un groupe comme CMA, CGM en 2030 ? Il faudrait poser la question à notre chairman. Il a des idées, mais donc personnellement, non, mais blague à part. Bon, moi j'ai des convictions personnelles, hein, mais qui ne sont pas forcément convictions personnelles. Partagées par l'ensemble du COMEX. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet. On a des actifs qui sont incroyables. Hein. C'est que notre présence dans le monde entier, et en particulier dans les ports où on est à côté de la sortie des fibres marines, ça interpelle parce que finalement, c'est quoi un data center? C'est de l'énergie, de la connectivité et un espace où on peut poser un conteneur pour pouvoir faire du compute storage. Et quand on regarde le groupe CMA-CGM, c'est vrai que il y a des actifs qui sont uniques et notre présence territoriale, elle est unique en gros. Et voilà. Donc ça veut dire que on a l'opportunité d'être un acteur du cloud si on le souhaite, hein, si notre chairman dit OK, banco, c'est ce que je veux faire. Et moi, c'est ce qui m'a attiré pour venir dans le groupe CMA-CGM. Donc les actifs stratégiques, en fait, peuvent devenir en fait des vrais vecteurs, effectivement, de conformité. Et on a un exemple majeur, hein, c'est Amazon. Amazon est devenu AWS. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans le monde entier. Ils avaient des capacités de logistique pareilles que nous. Pascal, les principaux axes que tu vas privilégier en fait pour déployer l'IA à l'échelle aujourd'hui, quand on projette un groupe comme AG2R en 2030, donc les grands axes. Alors moi, je préfère toujours regarder les 5 dernières que les 5 prochaines parce que je me dis qu'on constate plus facilement le chemin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5 prochaines. Voilà. Alors, je ne vais pas me contredire par rapport à l'introduction. Il y a déjà, nous, on va laisser à la disposition de l'ensemble des collaborateurs des capacités d'inventer leur vie avec l'intelligence artificielle dedans, avec un bot sécurisé qui permet d'enregistrer leurs propres agents et de les réutiliser, de les partager. Et ça, c'est un peu de l'innovation un peu bottom-up. Hein. Donc, ils sortent de ça des cas d'usage formidables. Et donc, ça, on veut que ça continue. Mais on a en fait 4 grands axes sur lesquels nous, on cherche des multiplicateurs, des x50, x100 d'efficacité. Donc, premier, c'est l'efficacité opérationnelle, hein, donc automatisation, robotisation, traitement automatisé.
Le deuxième, c'est l'efficacité commerciale, donc c'est de générer des leads, de traiter des leads, de prioriser des leads, et puis de donner de l'assistance à des commerciaux pour argumenter sur le bon niveau de conseil auprès de clients dont on connaît beaucoup de choses finalement. On a déjà, nous, une petite application qu'on a nommée Compare Contrat. Elle compare les contrats d'AG2R avec ceux de la concurrence. Elle dit, voilà, c'est ça ton bon argumentaire en fait, de vente. Donc efficacité commerciale. Troisième axe, c'est la relation client. On est à peu près persuadé qu'on va rentrer dans une ère dans laquelle les systèmes de gestion de la relation client seront des systèmes en fait conversationnels. Donc nous, on n'est pas ni Zara, ni Dior, ni LVMH. On ne vient pas chez nous pour faire du shopping. On vient chez nous parce qu'on a une question et on voudrait qu'on y réponde. Et donc l'espace client de demain, c'est un peu posez-moi votre question, on va vous répondre ou on va vous emmener là où il faut pour que vous puissiez répondre à votre demande. Et le quatrième axe, c'est celui de l'utilisation des données, mais sur un modèle très à la portée des utilisateurs, le talk to data. On y croit beaucoup, on y croit pour nous, pour nos utilisateurs internes, pour cesser de développer du reporting à l'infini. Et puis on y croit pour nos clients parce qu'on a des clients grands comptes et ils nous demandent aussi du reporting et on a envie de leur montrer en disant voilà, faites-le vous-même, do it yourself. Et ça marche assez bien quand on le présente en tant que POC à des clients. Ils achètent ces capacités-là. Donc c'est ça les grands axes. Et la caractéristique en fait de la plupart de ces axes, c'est qu'elles ont besoin de données de l'entreprise. C'est pas du LLM, c'est notre propre modèle qui tourne sur nos données, avec nos clients, avec leurs caractéristiques, leurs transactions. Et donc c'est là que se joue aujourd'hui la bataille. C'est de rendre intelligible en fait au niveau talk to data, mais aussi répondre à la question d'un client. C'est là où se joue la bataille pour pouvoir en fait assez vite croître. C'est un très gros enjeu pour les sociétés d'assurance en général. Donc, la donnée, effectivement, elle est capitale. Aujourd'hui, on dit que près de 60% des données stockées dans les compagnies d'assurance ou même banques ne sont pas exploitées, alors qu'effectivement, 80% des données qui vont servir à modéliser les modèles de risque n'ont pas toujours été captées. Alors oui, non, il faut faire venir des acteurs pour répondre à cette question. Moi, je ne me prononce pas à leur place. Je faisais une vue globale. Les actuaires sont des gros utilisateurs de la GenAI, mais plutôt sur l'aspect dev. C'est des développeurs. Les actuels, ils font beaucoup de code, donc ça, c'est important. Un modèle statistique, c'est un modèle statistique. L'assurance, c'est un métier de mutualisation des risques. Ce n'est pas un métier d'individualisation des risques. Parce que moi, je tendance à dire la meilleure assurance individuelle, c'est pas d'assurance. Donc, c'est soit vous payez tout, soit vous payez rien. Donc voilà, donc c'est un métier de mutualisation des risques. Ça ne change pas tellement. On a des données mortes, c'est sûr, mais on doit les nettoyer. Mais on a besoin de données profondes d'historique pour faire tourner ces modèles statistiques de mathématiques, parce qu'un assureur, pour assurer, il a besoin de données de sinistres, il a besoin de savoir comment les sinistres se sont écoulés dans le passé pour pouvoir prédire l'avenir. Merci Pascal. Estelle, comment vous allez aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en 2030, notamment avec l'industrialisation de l'IA et tout ce qui bien évidemment est en train de se développer? Alors en 2030 et même avant, si vous avez été attentif aux annonces de Christophe Salomon en conclusion, donc en 2030, on aura vraiment l'équivalence et le même rythme d'innovation que Google Cloud. Donc, encore une fois, ça arrivera bien avant. Donc, Gemini, c'est dès la fin de cette année 2027 au plus tard. La plateforme Vintex, c'est l'enjeu de cette année. Donc, cette accélération nous, on doit l'accompagner par l'accélération de la mise à disposition des services. Ensuite, l'écosystème. L'écosystème, c'est notre obsession. L'écosystème de services, l'écosystème conseil. Je parlais aussi ce matin de cursus de formation. Le cloud et a fortiori le cloud de confiance, c'est un métier de compétences. Il y a beaucoup de questions qui se posent, de nouveaux modèles qui s'inventent. Donc on doit accompagner aussi par la compréhension fine. La seule qu'on est légitime à apporter sont les mécanismes. Qu'est-ce qu'on peut actionner en termes de protection, que ce soit d'un point de vue opération, d'un point de vue physique, d'un point de vue contrat, pour se protéger. Donc moi, c'est les trois grandes dimensions. La puissance de l'innovation et du portefeuille, l'écosystème et la capacité à comprendre les enjeux de cette souveraineté. Merci Estelle. Donc pour conclure, parce qu'on arrive au terme de cette table ronde, c'est pareil, question commune pour tous les quatre. Si vous aviez en fait un message aux personnes présentes dans la salle pour réussir leur transformation numérique et transformer durablement leur modèle économique à l'heure de l'IA, du cloud et bien évidemment de la data, bien évidemment on en a parlé, quel serait-il? Henri?
Un petit conseil. Du conseil? Moi, je le facture, donc c'est pas pareil, mais Je dirais, faites de l'IA votre allié au quotidien, par exemple. ouais, c'est une réponse. Pascal. C'est compliqué. Moi, je fais souvent la blague quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je dois faire avec l'IA ou je suis en train de réfléchir. Je dis continue comme ça, c'est bien, réfléchir. Continue à réfléchir. Pour nous, c'est un enjeu stratégique. C'est presque par moment, on se demande si c'est pas un enjeu de survie parce que tous nos concurrents s'y mettent et donc c'est un petit peu une course à celui qui sera, on va dire, le plus efficace, le plus innovant. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait une petite application IA qui était sortie dans OpenAI aux États-Unis pour faire de l'assurance. Hein. Ça a fait s'effondrer quelques cours d'assureurs, qui sont des assureurs capitalistes. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes un groupe mutuel et paritaire. Donc voilà, donc ça peut pas ça. C'est une vraie force de changement. Hein. Voilà. Et on voit que le marché est en train de se concentrer, se cristalliser autour de ce critère de la performance et de l'accès. Hein. On n'oublie pas que tous nos clients utilisent l'IA aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils poursuivent, en dehors d'un système d'IA, une expérience qui serait totalement décalée par rapport à celle qu'ils viennent de vivre en recherchant un contrat. Donc, un petit enjeu de faut y aller, faut pas réfléchir, c'est plus le moment de réfléchir, il faut avancer là-dessus. Moi, ça tombe bien, ça m'arrange de pas trop réfléchir. Merci Pascal. Estelle. Et Alors, après Tony. dans la continuité directe d'Henri et de Pascal, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, les technologies sont là, elles sont qualifiées, donc allons-y. Tony. C'est une bonne transition. Moi, je pense que là, toutes les questions, elles sont plus technologiques. Elles ne sont malheureusement pas que juridiques, mais elles sont stratégiques. Donc, on se demandait qui réussira en 2030. Moi, je ne pense pas que ce soit les sociétés qui utilisent le plus l'IA, qui utilisent le plus de données. Ce sera vraiment, je pense que pour les organisations, celles qui réussiront, c'est celles qui ont industrialisé la gouvernance, qui ont sécurisé leur dépendance, qui ont intégré le risque juridique comme un levier stratégique et qui vont transformer la confiance comme une stratégie. En fait. Voilà. Et moi, je dirais que le marché pénalise la lenteur. On commence à le voir dans certains secteurs d'activité. Merci à vous quatre. Merci d'avoir été présents à cette conférence. Merci beaucoup. Merci.